Alors bonjour à toutes et tous, je m'appelle Marc Mossalgue et donc je travaille à Énergie Partagée, je suis responsable de la communication et avec Fabienne Balland qui est ici et qui est responsable de la relation aux actionnaires, on vous propose de vous présenter ce que c'est qu'Énergie Partagée à vous qui êtes devenus actionnaires ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être plus. On va dire que c'est la première fois qu'on réalise ce webinaire d'accueil, de bienvenue. Jusqu'à maintenant, on ne le faisait pas et puis on s'est dit que ce serait une bonne idée. Donc, on a enclenché ça cette fois-ci. Vous nous direz si c'est une bonne idée. Et on a également invité donc les anciens actionnaires aussi à se joindre à nous parce que on peut être depuis longtemps chez Énergie Partagée et pour autant ne pas avoir tout compris ou avoir besoin de poser des questions. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a ouvert un peu largement. Et voilà, donc on va commencer, Fabienne et moi, à vous présenter les choses, puis on aura une séquence d'échanges tous ensemble, auxquels participeront notamment Florence Martin, qui est ici et qui s'occupera aussi dans un premier temps de regarder un peu vos questions dans le chat, et qui est la directrice administrative et financière d'Énergie Partagée. Et également, il y a des personnes du conseil de surveillance d'Énergie Partagée qui sont présents, qui sont présentes et qui pourront vous faire un retour aussi sur ce que c'est que le conseil de surveillance précisément. Et c'est Catherine Collin qui est là déjà, qui pourra échanger sur ce sujet. Voilà, on s'est fixé dans l'idée une heure et demie, on va dire, en tout et pour tout, avec, on va dire, 30 minutes de présentation et puis une heure d'échange. Donc, on a largement le temps d'échanger et de prendre vos questions. Avant de passer la parole à Fabienne qui va vous parler, qui va rentrer dans le vif du sujet, parce que vous avez peut-être des questions, enfin, en tout cas, on a besoin de vous expliquer ce que c'est qu'être souscripteur. Je vais justement tenter un premier sondage qui est, lui, utile, on va dire, et qui est le sondage pour vous demander depuis quand vous êtes actionnaire. Comme je vous disais, on a ouvert ce webinaire à surtout des récents, mais je me demandais si c'était surtout, voilà, effectivement, les personnes qu'on avait invitées et qui ont souscrit récemment qui sont dans la salle, ou si il y a aussi des gens qui sont depuis plus longtemps et qui ont saisi la balle au bon. Eh ben, très bien. Disons, vous répondez vite, c'est bien, c'est pratique ce petit outil. Vous avez à peu près tous réagi. Tac, tac, tac. Oui, on est bon. Je mets fin au vote et je vous le partage. Enfin, oui, je vous le partageais pour le plaisir. Vous êtes 81% à être arrivé depuis moins de 2 ans. Donc voilà, vous êtes assez récents souscripteurs et souscriptrices. Et il y a 19% d'entre nous qui sont là entre 2 ans et plus de 5 ans. Donc voilà, ce qu'on va dire sera aussi, vous concernera aussi qui êtes là depuis plus de 2 ans. Écoutez, sur ce, je vais vous partager mon écran et je te passe la parole, Fabienne, c'est à toi. Alors, bonsoir à tous. Voilà, donc, comme le disait Marc, du coup, je suis en charge de la relation avec les actionnaires et du suivi de la collecte. Et donc, on va essayer un petit peu de vous présenter Énergie Partagée et toute l'implication que ça entraîne. Donc là, depuis peu ou pas d'ailleurs, vous êtes actionnaire d'Énergie Partagée et donc vous avez souscrit des actions qui permettent de financer des projets citoyens d'énergie renouvelable. Alors, comme vous pouvez le voir sur le graphique, donc en fonction de la date à laquelle vous avez fait votre souscription ou vos souscriptions, vous pouvez voir que le prix de l'action a évolué depuis le démarrage de l'outil d'investissement. Donc, l'outil d'investissement a été créé en 2008. Donc voilà, donc ça fait quand même maintenant plus de 10 ans. Et vous pouvez le voir, depuis 2017, les actions ont évolué et initialement, elles étaient valorisées à 100 € et aujourd'hui, elles sont valorisées à 114,40 €. Donc, elles ont pris un petit peu de valeur. Donc, en fonction de la période à laquelle vous avez souscrit à des prix qui peuvent être différents. En souscrivant à Énergie Partagée, vous avez également réglé des frais de souscription, donc qui sont de l'ordre de 3% pour un minimum de 2 actions souscrites et un montant de 5 € forfaitaire pour une action. Voilà. Et pendant toute la période de détention de vos actions, aucun autre frais ne vous sera demandé et ni de frais de garde, ni de frais de retrait de vos actions.
Voilà, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, on a notre produit, nos actions énergie partagée sont labellisées Finansol. Donc, c'est un label qui est important pour nous parce qu'il permet de distinguer les produits d'épargne solidaire des autres produits et pour permettre la transparence et la confiance aussi des produits qui ont ce label. Un contrôle annuel est effectué chaque année via une collecte de données et qui permet de renouveler ce label. Voilà, énergie partagée investissement et l'ensemble du mouvement énergie partagée a obtenu également l'agrément ESUS. Donc, c'est un agrément qui est quand même important parce qu'il permet de reconnaître aussi l'utilité sociale qui est donc notamment sur le développement durable de notre action. Et donc, c'est un agrément qui nous a été octroyé parce qu'on répondait aux conditions d'attribution et qui a été renouvelé en 2018 pour une durée de 5 ans. Donc, pareil, il y aura une nouvelle analyse au bout des 5 ans, donc en 2023. Voilà, vous aurez un petit peu plus de détails sur les caractéristiques du placement en allant voir sur notre site internet, on vous communiquera le lien. Voilà. J'en ai terminé pour cette diapositive. Donc voilà, je reviens un petit peu sur le fait que Énergie partagée est un mouvement qui s'inscrit dans l'ESS. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que voilà, comme vous le voyez, alors je n'ai pas représenté l'ensemble du mouvement, mais juste les entités qui ont vraiment une importance en termes de conduite de projet et de prise de décision pour le financement de projets citoyens d'énergie renouvelable. Donc, vous voyez, il y a, on va dire, 3 grosses structures, donc avec Énergie partagée association qui s'occupe de la promotion et de l'accompagnement des projets citoyens d'énergie renouvelable, avec une commission qui a mis en place, donc une commission de labellisation des projets, donc qui est très importante, qui est aussi la porte d'entrée pour les projets citoyens d'énergie renouvelable, afin de les financer aussi dans le futur. On vérifie qu'ils répondent à des critères de notre charte. Voilà, et énergie partagée investissement, donc qui est l'outil d'investissement mutualisé donc dans lequel vous souscrivez des actions. Donc c'est une société en commandite par action et c'est important parce que ce statut a été choisi parce que pour répondre aux critères aussi de l'économie sociale et solidaire qui sont de distinguer bien l'apport du capital, donc qui est dans ce cas-là opéré par les commanditaires, à savoir les actionnaires, donc qui apportent du capital au sein de cette société, de cet outil d'investissement. Donc, le capital est apporté d'un côté et de l'autre côté, les décisions de gestion sont prises notamment par les commandités, donc à savoir Énergie partagée coopérative, donc qui a mis en place un comité consultatif des engagements au cours duquel sont présentés les projets pour un financement auprès d'Énergie partagée. Et ce comité consultatif est ensuite validé par un comité de direction. Voilà, les actionnaires peuvent être représentés au sein du conseil de surveillance, donc qui est composé de 13 membres et dont on reviendra un petit peu plus tard pour présenter un petit peu ce rôle-là. Voilà, énergie partagée investissement, qu'est-ce que c'est? On rentre un petit peu plus dans le détail. Voilà, au jour d'aujourd'hui, l'outil d'investissement représente 6700 actionnaires, des actionnaires citoyens. Et avec ces 6700 actionnaires, un capital de une collecte de 31,7 millions d'euros a été collectée. Donc, l'ensemble de cette collecte a été investi dans plus de 100 projets et ces 100 projets ont permis de produire et de vendre de l'énergie à hauteur de 290 watts en 2021. Voilà, et c'est ce qui est important, c'est que vous voyez, il y a tout un cheminement. Donc, d'un côté, on finance et ça permet la production, et de l'autre côté, il y a le retour sur investissement avec la vente d'énergie qui est opérée par les projets qui ont été financés et donc qui permet d'avoir ensuite des revenus qui reviennent dans l'énergie partagée investissement. Et donc, c'est bien la mutualisation dans laquelle l'énergie partagée investissement opère
qu'on peut redistribuer soit par de la valorisation d'actions, donc qui a déjà eu lieu, soit par le versement d'un dividende, donc qui aura lieu dans les prochaines années, donc une rémunération à hauteur de 4% par an pour des actions qui resteraient au moins 10 ans dans l'outil d'investissement. Voilà. C'est bien des gigawattheures et non des watts. Hein. Tu as dit watts, mais on est d'accord que Ah, pardon, c'est un peu plus que excusez-moi, ça. Non, mais il n'y a pas de j'ai un souci. peu raccourci j'ai raccourci. Non, mais c'est mieux comme ça on est plus en... Voilà, Oui, ok. tu fais bien de me rattraper. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc, les 100 projets qui ont d'ores et déjà été financés par Énergie Partagée Investissement se répartissent sur l'ensemble du territoire français. Donc vous pouvez voir que les pastilles jaunes représentent tous les projets d'énergie solaire, les bleus ciel représentent tous les projets éoliens, les bleus foncés, tous les projets en hydroélectricité, les rouges sur la méthanisation et les verts sur le bois énergie. Voilà, donc vous pouvez constater qu'on a quand même beaucoup de projets sur le solaire, donc ils sont plutôt présents, on va dire, sur le gros quart sud-est de la France, et on va dire les projets éoliens qui sont surtout présents dans le nord-ouest de la France. Ouais, je précise, pardon, que certains d'entre vous, enfin les plus chanceux et chanceuses Oui, d'entre vous, ont pu recevoir ce dépliant, enfin ce gros dépliant, parce qu'il y a plusieurs pages, justement sur l'ensemble des projets qu'on finance, qui s'appelle Mon argent agit, c'était en 2021, donc si vous l'avez pas reçu et que vous avez souscrit depuis, bah, c'est bien normal, et on sera sans doute amené à le rééditer dans les prochaines années, donc, et qui comporte l'intégralité des petites histoires, des chiffres et des données de chaque projet. Voilà. Je te laisse voilà. continuer, Fabienne. Ouais, et il est également consultable aussi sur notre site internet et on vous mettra le lien a été mis aussi dans le chat, je crois. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc les 100 projets, vous avez pu voir les 100 projets tels qu'ils étaient répartis sur le territoire français et ces 100 projets depuis leur exploitation donc, ont permis de produire de l'électricité. Et donc, comme vous pouvez le voir, depuis 2017, comme sur le graphique, vous pouvez voir que la production a évolué d'année en année de plus de 20%, sauf en 2021, mais cela était dû aussi à la crise sanitaire. Mais en 2021, comme vous pouvez le voir et comme on l'a déjà dit précédemment, on a atteint une production de 290 gigawattheures, et ce qui représente grosso modo la consommation des habitants de la ville de Bordeaux, soit 250 000 habitants. Donc voilà, et comme vous pouvez le voir, en 2022, on devrait rattraper un petit peu ce retard pris en 2021, parce que c'est sur le retard des débuts de projet, en fait. Donc voilà, on revient un petit peu à la normale à cette époque-là. Donc vous voyez, la production éolienne est la plus importante, hein, donc voilà, suivi du solaire. Voilà. Donc, comme on vous le disait, et ça, c'est une logique qui est vraiment importante chez Énergie Partagée Investissement. Donc, on est bien sur un outil d'investissement mutualisé. Donc, c'est important de notre point de vue car ça permet notamment aux actionnaires qui ont investi dans cet outil d'investissement d'avoir un risque minimisé puisque, effectivement, c'est moins risqué d'investir dans un outil d'investissement mutualisé donc, qui va financer plusieurs projets et donc le risque sera réparti sur l'ensemble des actionnaires et l'ensemble des projets qui ont été financés. Voilà, donc c'est pour nous un gage de diminution du risque par rapport à des financements en direct sur des projets, sur un projet en particulier ou via des plateformes de financement participatif. Voilà. Et aussi parce que cette vision-là aussi, elle permet aussi d'anticiper le fait que des projets puissent produire plus d'énergie par rapport à ce qui était prévu et d'autres projets, à l'inverse, peuvent produire moins d'énergie parce que voilà, il y a les aléas qui s'ajoutent et donc effectivement, le fait d'être sur cet outil d'investissement mutualisé permet de lisser un petit peu toutes ces productions et donc de limiter le risque par rapport à ça. Ensuite,
Je continuerai sur l'intervention d'énergie partagée, donc l'intervention financière dans les projets. Donc, énergie partagée investie en fonds propres dans les sociétés de projets dans lesquelles elle investit. Voilà, les apports en fonds propres représentent 20 à 40% du budget total. Cela permet donc, avec l'intervention d'énergie partagée, de faire un effet de levier pour obtenir des financements bancaires qui sont dédiés à la production d'énergie et aussi un gros point important d'être déterminant dans la gouvernance des projets parce qu'effectivement, l'origine des fonds, c'est ce qui va permettre aussi c'est ce qui va permettre de gouverner le projet. Et donc, en étant au capital des sociétés de projet, donc avec l'intervention d'énergie partagée, mais aussi les citoyens en direct, on est sûr de participer aux décisions et au bon fonctionnement du projet, donc ce qui permet aussi de suivre les projets au plus près et donc suivre que ces projets avancent bien comme on l'avait envisagé au moment du financement. Voilà. J'en ai fini sur cette partie. Maintenant, vous allez voir avec Marc quel projet finançons-nous. Tout à fait, merci beaucoup Fabienne. Et pour commencer, évidemment, un petit sondage, naturellement. On va aborder justement ces fameux critères qui régissent notre investissement. Mais est-ce que vous les connaissez, ces critères? Est-ce que vous savez quels critères gouvernent à notre choix de financer tel ou tel projet? Voilà, ces critères, on va dire, sur plein de points. Ça peut être sur l'éthique, sur la conduite de projet. Et vous êtes nombreux à être. Vous êtes arrivés en cours de route, figurez-vous qu'on fait les sondages et que vous êtes invités à répondre à la fenêtre qui s'affiche chez vous. Du coup, là, vous avez déjà répondu en nombre. Je vais mettre fin dans une petite seconde. Je vous informe que vous êtes 74% à ne pas connaître ces critères. Donc, ça veut dire que ça va être très utile de faire cette petite partie. Voilà, je vous partage les résultats. Vous voyez, vous avez répondu à 26%. Donc, j'arrête le partage. Tac. Et je vous présente justement quel projet nous finançons. Alors, première chose, vous avez dû en entendre parler. On parle, nous, de transition énergétique citoyenne et votre investissement, il sert à développer et accélérer cette transition énergétique citoyenne. Qu'est-ce qu'on entend par projet citoyen? Eh ben, on entend le fait que les territoires, c'est-à-dire composés des collectivités, des habitants et des acteurs locaux qui veulent se saisir des problématiques locales, s'associent et s'associent pour, au sein d'une société, produire produire de l'énergie renouvelable, que ce soit de la chaleur, que ce soit du gaz, que ce soit de l'électricité. Et de cette manière, ils s'y prennent comment? Ils créent ensemble une société de projet et ils interviennent à la fois à la gouvernance et à l'investissement. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer que ce développement de projet et cette transition se fasse avec l'adhésion du territoire et qu'elle se fasse au bénéfice du territoire. C'est important pour nous qu'il y ait à la fois l'aspect gouvernance et investissement parce que l'investissement sans la gouvernance, ça ferait que certes on aurait certaines retombées, mais que la maîtrise ne serait pas complète. Et la gouvernance sans l'investissement, ça fait qu'il y ait beaucoup de retombées économiques qui partiraient du territoire. Donc nous, on est vraiment attaché à cet aspect double, on va dire. Et donc vous voyez sur le schéma qu'une fois qu'on maîtrise et qu'on finance ces projets, eh ben, les revenus de la vente de l'énergie reviennent aux territoires et aux investisseurs, dont fait partie notamment Énergie Partagée lorsqu'on est impliqué dans les projets. Mais notre intérêt, c'est bien que ce soit les acteurs citoyens et locaux qui soient prioritaires sur ces retombées. Alors, comment nous nous y prenons pour identifier ces projets? Bon, vous avez noté que Énergie Partagée n'est pas seulement qu'un outil d'investissement, c'est tout un mouvement qui comporte notamment une association qui fédère, qui est la tête de réseau de ces projets d'énergie renouvelable citoyens. Et on a mis en place un label, un principe de labellisation de ces projets qui doivent donc qui sont donc examinés au crible de critères. Là, vous voyez qu'il y a 5 axes de ces critères. En réalité, il y a 12 critères, mais 5 axes. Donc, l'intérêt territorial, la dynamique locale, la gouvernance partagée, l'écologie
et la finance éthique et citoyenne. Donc, on va analyser la démarche du projet. Est-ce que les acteurs locaux sont là en grande proportion? Est-ce que les retombées économiques sont fortes? Est-ce que les décisions sont prises de façon démocratique? Voilà, je ne détaille pas, vous avez tout écrit et puis vous pouvez avoir plus d'informations sur le site internet sur ce label. Mais on va dire que cette boussole nous sert à décerner ce label. Et donc, la première étape de tout projet qui nous contacte ou qui veut faire du projet citoyen, c'est de rentrer dans ce cadre du label. On a donc une commission de validation, de labellisation, pardon, dont vous a parlé, là il y a écrit validation, mais c'est bien labellisation, dont vous a parlé Fabienne tout à l'heure, et qui est le préalable à l'instruction, on va dire, des projets chez Énergie Partagée Investissement. Par la suite, une fois que cette démarche citoyenne est validée, c'est-à-dire qu'on a des garanties sur la tenue de cette démarche, aussi sur la durée, eh ben on va aussi s'attacher, et c'est bien évident, aux aspects économiques et techniques de ce projet. Il faut évidemment que la production d'énergie soit fiable, qu'elle soit bien évaluée, qu'elle soit bien estimée dans le temps, que la gouvernance soit stable et transparente, c'est-à-dire qu'on va s'impliquer en tant qu'acteur dans un projet, en tant qu'investisseur, donc il faut qu'on soit sûr qu'autour de nous, c'est sérieux, c'est stable. Donc voilà, ça fait partie des compétences de notre réseau de pouvoir identifier facilement ça et d'avoir cette expertise partenariale qui nous permet d'identifier rapidement. Et la rentabilité financière satisfaisante, naturellement, le modèle économique de ces projets est analysé très, très précisément et on doit s'assurer d'une certaine rentabilité liée à notre investissement pour pouvoir nous-mêmes la mettre en objectif pour nos propres actionnaires. Donc voilà, une fois que tout ça est atteint, eh ben, le projet peut être financé par Énergie Partagée, on peut décaisser les fonds pour le soutenir et qu'il sorte de terre. Vous voyez ici qu'on investit dans de plus en plus de projets, voilà, cet investissement est croissant. Évidemment, il y a eu des à-coups sur les 2 dernières années, voilà, mais je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on essaye d'être de multiplier les énergies, d'être sur plusieurs énergies dans plusieurs régions. Donc, tout ça dans le même principe de vouloir diversifier notre portefeuille, donc diversifier nos risques. Quand on parle de risque, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on court des risques, mais voilà, il faut gérer en tout cas ces différents portefeuilles. Donc voilà, on fait un petit peu de solaire au sol, on fait des parcs éoliens, on réhabilite des centrales hydroélectriques, on met en place des unités de méthanisation. Voilà, tout ça demande un peu de temps et des moyens, mais voilà, on essaie d'équilibrer ça pour qu'on ne soit pas dépendant. Et sur l'année 2021, on devrait investir à peu près 5 millions d'euros, donc à peu près un petit peu plus que ce qu'on a fait en 2020. Donc sur l'année 2022, voilà ce qui est attendu en termes d'investissement. Et donc ce travail, je vous le disais au début, mais ça n'est pas uniquement on va dire, le portefeuille d'énergie partagée s'inscrit dans une action plus large du mouvement énergie partagée et porté notamment par Énergie Partagée Association qui œuvre pour aider les territoires à produire leur propre énergie. Donc concrètement, à côté de l'outil d'investissement et donc non lié économiquement, je tiens à le dire, à Énergie Partagée Investissement, on a une activité associative qui gère notamment un réseau de 30 accompagnateurs et accompagnatrices en France, qui a identifié 280 installations accompagnées donc par notre formé ou conseillé, 330 structures adhérentes, 600 collectivités impliquées et au total plus de 30 000 actionnaires citoyens impliqués dans la somme de tous ces projets que l'on voit passer. Donc voilà, c'est pour vous donner aussi à voir l'ensemble de la photo de l'énergie citoyenne qui est un peu plus grosse que celle d'Énergie Partagée Investissement seul, mais on va dire que Énergie Partagée Investissement est aussi un bon moteur de cette dynamique-là. Voilà, j'ai fini sur cette partie projet que nous finançons. On va finir pour la dernière partie qui est être actionnaire. Est-ce que j'ai un petit sondage? Oui, tiens, j'ai un dernier sondage à vous proposer. Alors voilà, j'espère que ça vous enquiquine pas trop. La question est de savoir si vous êtes actionnaire ailleurs qu'à Énergie Partagée. Ça nous intéresse de savoir si parmi les personnes qui sont là, en fait, vous êtes un habitué des actions. La finance n'a pas de secret pour vous. Vous êtes impliqué dans plein de placements, et notamment des actions ailleurs. Ou si vous ne... en fait, c'est la première fois et vous n'êtes pas trop familier de ce genre de pratiques. Je vous remercie de vos réponses qui sont en nombre là.
Je vois que 91% d'entre vous a déjà répondu. Allez, on va dire que c'est déjà bien, c'est un beau quorum. Et donc, je vous partage les résultats. Vous êtes 65% à avoir effectivement d'autres actions, d'autres entreprises. Donc, a priori, notre langage, là, ne vous est pas tout à fait étranger en termes de, quand on parle actionnariat. Et à 35%, par contre, vous n'avez que, si j'ose dire, que des actions énergie partagée. Donc, on va voir avec Fabienne tout de suite ce que ça veut dire qu'être actionnaire énergie partagée. C'est un petit peu différent des autres, en tout cas des actions cotées, si je ne m'abuse. Alors oui, donc en étant actionnaire, donc effectivement, Marc, tu as bien fait de le souligner parce qu'effectivement, j'en avais pas parlé. Les actions d'énergie partagée sont bien entendu pas cotées en bourse. Donc voilà, c'est quand même un fonctionnement qui est quand même différent. Donc voilà, mais tout ça, vous en saurez un petit peu plus car chez Énergie partagée, on souhaite aussi, on est attaché aussi à donner le plus d'informations possible et être le plus transparent possible. C'est pour cela qu'en devenant actionnaire, vous pouvez également recevoir les lettres d'information des actionnaires, donc qui vous seront envoyées en moyenne 4 fois par an, donc voilà, une fois par trimestre. Et aussi, à tout moment, vous pouvez aussi consulter la documentation qui est disponible non seulement sur notre site CoPub, donc notre site de souscription, mais avant tout sur notre site général d'information, donc sur le site Énergie partagée. Donc, vous retrouverez des informations qui sont importantes aussi à connaître. Donc, par exemple, comme le rapport de gérance, les rapports d'activité et les comptes rendus aussi des assemblées générales. Voilà, c'est là où vous pouvez retrouver toutes les informations. Voilà. Et vous pouvez également nous solliciter pour pouvoir aussi, dès que vous avez des questions, qu'on puisse aussi vous répondre. Voilà. En ce qui concerne votre placement, effectivement, maintenant, on a mis en place, comme j'imagine beaucoup le savent, une nouvelle plateforme de souscription depuis octobre 2020, donc sur l'outil CoPub. Et donc, via cet outil, vous pouvez gérer de manière autonome votre espace personnel, c'est-à-dire mettre à jour vos informations personnelles. Donc, si, par exemple, vous déménagez, donc vous pouvez changer ces informations et vous pouvez également télécharger vos justificatifs pour permettre d'avoir tout sur votre compte. Vous pouvez également gérer vos actions au sein de cet outil. Donc, c'est-à-dire consulter par exemple les certificats de titres qui sont disponibles, mais vous pouvez également souscrire de nouvelles actions ou également gérer vos retraits. Voilà. Et en ce qui concerne vos retraits, il est quand même important de savoir que tout retrait peut être fait à n'importe quel moment, mais il est quand même recommandé, comme je le disais déjà initialement, de laisser ces actions au moins 10 ans dans l'outil d'investissement pour atteindre l'objectif de 4% par an de rentabilité qui est annoncé. Il faut juste savoir que les retraits sont traités une fois par an, c'est-à-dire au moment de l'Assemblée générale, et donc effectivement en fonction du moment auquel vous faites votre demande de retrait, le retrait effectif peut prendre entre 6 à 18 mois. 6 mois si vous faites votre demande en fin d'exercice comptable pour nous et 18 mois si vous le faites au tout début de notre exercice comptable. Nos exercices comptables vont du 1er juillet au 30 juin de l'année d'après. Et en cas de besoin, donc c'est Fabienne qui est Madame Relations aux actionnaires et qui qui reçoit ce mail de souscription et que vous avez déjà eu peut-être au téléphone si vous avez appelé Énergie partagée. Voilà. N'hésitez pas. Voilà, donc vous êtes invité à participer au sein du mouvement Énergie partagée et pour cela, il y a 2 moments importants chaque année. Alors jusque-là, c'était un événement, donc l'Assemblée générale du mouvement Énergie partagée, donc à savoir de l'association et de l'outil d'investissement. Mais à partir de cette année, donc pour des raisons voilà, qui juste
juste de changement d'exercice comptable pour une des structures. Maintenant, il y aura deux moments au cours de l'année qui seront importants. Donc, le prochain, ce sera les 1er et 2 juillet 2022 à Toul, où se déroulera l'Assemblée générale de l'association Énergie Partagée et au cours de laquelle les actionnaires d'Énergie Partagée seront conviés. Et là, on sera plus sur des rencontres de l'énergie citoyenne et donc pour échanger sur les projets en particulier. Et un deuxième temps en fin d'année, mais qui n'est pas encore calé, donc celui de l'AG d'énergie partagée d'investissement, où là, tous les actionnaires d'énergie partagée seront convoqués et donc pourront aussi voter aux différentes résolutions qui seront proposées. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les actionnaires sont représentés aussi par le conseil de surveillance, donc qui est un organe représentatif des actionnaires et qui permet notamment la garantie de la bonne gestion de la société. Ce conseil de surveillance est aussi rédige aussi un rapport annuel, donc qui permet de présenter les choses aussi aux différents actionnaires. Donc, comme je vous le disais, il y a 13 sièges, dont 11 sont réservés à des personnes, donc à des citoyens, personnes physiques. Et donc, aujourd'hui, nous avons aussi Catherine Collin, qui est membre de ce conseil de surveillance, donc qui nous dira aussi depuis combien de temps et qui va vous présenter aussi son expérience en tant que membre du conseil de surveillance, un petit peu pour que vous puissiez voir vraiment l'utilité de ce conseil de surveillance. Ouais. Catherine, Oui, donc je suis Catherine Collin, j'habite à Villeurbanne à côté de Lyon et ça fait longtemps que je fais partie des gens qui ont envie de voir la France franchir les 50% d'énergie renouvelable et ça m'a tenu à cœur à un moment d'investir une partie de mon épargne dans le sujet. J'ai découvert l'action d'énergie citoyenne et énergie partagée, j'ai souscrit des actions. Et puis, quelques années après, j'ai vu que Énergie Partagée cherchait des personnes pour le conseil de surveillance. Je suis ingénieure de formation, je n'ai pas du tout l'habitude des conseils d'administration ou des conseils de surveillance. Ce que j'ai vu surtout, c'était que c'était une façon de dédier du temps avec des personnes d'origines diverses et variées sur le suivi de l'association et d'avoir une implication, un engagement encore plus fort sur le sujet des énergies renouvelables. Et donc, je suis membre depuis l'année dernière du conseil. J'ai d'abord fait une année de participation en tant qu'observatrice au conseil, où j'ai pu rencontrer les personnes, faire pas mal de visio parce qu'on était en pleine période de confinement et partager en fait le suivi des actions et des événements importants d'énergie partagée dans l'année, sachant qu'on n'est pas un organe de décision d'énergie partagée, on est un organe consultatif. On observe en fait ce qui se passe et on donne dans notre rapport annuel un avis sur la gérance d'énergie partagée. Et concrètement, ça se traduit par à des moments importants de l'année, comme par exemple la publication des résultats annuels ou les décisions sur la valeur de l'action pour l'année suivante. On a l'équipe de gérance qui nous consulte et via des échanges et des réunions, on partage, ils nous présentent leur avis, leurs propositions et on émet un avis qui sert de conseil et d'accompagnement à l'équipe qui gère Énergie Partagée. On n'est pas ni tous spécialistes de la finance ou de l'énergie renouvelable dans le conseil. On a des origines variées, on a un peu tous les profils, des gens qui travaillent, des gens qui sont en retraite, des gens qui sont dans les énergies renouvelables, dans la finance, et puis d'autres qui sont dans des domaines complètement divers et qui n'ont rien à voir avec les énergies renouvelables. On n'est pas que des spécialistes, loin de là. On cherche à avoir le plus de diversité et de richesse possible dans le conseil, et à être capable de comprendre les différents fonctionnements, les entités, les projets, comment ils fonctionnent concrètement. C'est vrai que
Ça donne une vision interne à comment se déroulent les actions et l'engagement financier qu'on a mis pour voir progresser les énergies renouvelables. Quand on est au conseil de surveillance, on voit concrètement quels sont les 100 projets qui se développent, comment on investit et puis comment petit à petit on dégage des productions d'énergie et de la valeur financière pour les actionnaires et les citoyens qui sont impliqués sur le sujet. Merci Catherine, et d'ailleurs tu n'es pas la seule à être du conseil de surveillance, j'ai cru qu'il y avait Aurélien, peut-être d'autres dans la salle, voilà, il y a 12 personnes là pour l'instant, et donc une personne, ouais, 12 personnes sur 13, donc ça veut dire qu'il reste encore une place, donc si vous avez des velléités ou des envies, je pense que le conseil de surveillance se fera un plaisir de vous accueillir. Florence, est-ce que tu as le micro? Est-ce que tu veux, Oui. est-ce que tu t'en sors déjà sur J'ai fait pas mal de réponses déjà. Il y a des nouvelles questions qui sont arrivées et il y a des questions qui méritent plutôt des explications à l'oral que j'ai regroupées. Donc, il y avait des questions sur les critères environnementaux dans le choix de nos projets. Donc, j'ai renvoyé le lien vers l'explication du label. Mais du coup, on a peut-être la possibilité de donner plus de détails, mais c'est plutôt sur la question de la biomasse et de la méthanisation, avec pas mal de contestations de notre positionnement sur ce secteur. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre, mais sinon, je peux compléter ce que j'ai déjà mis. Vas-y, peut-être commence et puis. Dans le chat, voilà. Ouais. Donc, effectivement, on entend bien que la méthanisation, mais comme les projets éoliens et comme le photovoltaïque, comme tous les projets, sont parfois surdimensionnés et donc créent des nuisances et des incohérences environnementales. Et comme pour la méthanisation, comme pour tous les projets, on agit véritablement sur une approche globale du projet. Et en méthanisation, on est beaucoup sur des projets, on est exclusivement sur des projets d'origine agricole qui s'associent à des collectifs de citoyens, à des collectivités locales et parfois, mais pas toujours, à des opérateurs privés. Et on est très souvent dans des projets dans lesquels les agriculteurs s'engagent dans le fonctionnement de l'installation et pour laquelle ils engagent non seulement leurs fonds, mais aussi l'organisation de leurs exploitations agricoles. Et on aboutit à des choses très intéressantes. Donc, j'ai vu dans le chat que des personnes n'étaient pas convaincues par mes arguments, je l'entends, mais on a réussi à faire évoluer un certain nombre de choses, et y compris dans les pratiques agricoles, avec notamment dans les groupements d'agriculteurs qui mènent ces projets de méthanisation. On a souvent un mix entre des agriculteurs conventionnels et des agriculteurs en bio, et l'échange entre eux est très souvent riche et produisent des changements. On sait que dans l'agriculture conventionnelle, les changements s'opèrent sur des durées longues, même si les enjeux sont importants et qu'il faudrait le faire plus vite. Mais du coup, le fait qu'il y ait ces échanges, ça crée des changements qui sont très intéressants. Donc nous, on valide la méthanisation de moyenne taille, toujours des projets territoriaux, issus de l'agriculture, mais pas seulement, et ça permet effectivement d'avoir une logique territoriale très intéressante. Et merci Paul du conseil de surveillance de compléter qu'effectivement on travaille aussi sur une logique de délai, de distance aux apports. Voilà. Et donc, la taille moyenne, c'est on n'a aucun projet à plus de 180 normomètres cubes. Donc, on est vraiment sur des projets de taille, de petite taille. On n'est pas sur des projets de STEP, de bout d'épuration, etc. On est toujours sur des projets d'origine agricole. Et pour compléter, je dirais que si ce sujet vous intéresse, on a publié une charte méthanisation, donc qui va exactement dans ce sens-là, qui consiste à dire qu'on ne va pas financer tout type de projet de méthanisation, qu'il faut être très regardant. Et donc, on a détricoté tous les critères selon un principe simple. Rouge, on n'y va pas. Orange, il faut faire des progrès, et vert, on peut y aller. Voilà, pour vraiment
passer au crible chaque projet et chaque intention de projet sur effectivement des préoccupations environnementales qui sont également importantes pour nous. Et comme tu le disais, Flo, il faut accompagner la profession et l'agriculture vers des pratiques plus vertueuses. Donc voilà, c'est pas, il faut faire ce travail-là de progresser. Et je dirais que ce principe-là, il se retrouve aussi sur l'hydroélectricité, sur les pratiques aussi de PV, de solaire photovoltaïque au sol. Voilà, on va dire pour toutes les énergies, tout type d'énergie, et on est en train de travailler, si ce n'est déjà fait, à des pratiques et à des chartes spécifiques par rapport à ces différentes technologies pour qu'on puisse identifier dans quel type de projet de production d'hydroélectricité on va, qui respecte quels critères selon voilà, quelle réglementation écologique, de continuité écologique, enfin, etc., etc. Si ces sujets techniques vous intéressent, en tout cas, le site Énergie partagée est plein de ressources en la matière dans la partie montage de projet ressources et vous pourrez retrouver toutes nos chartes. Ensuite, il y avait une question qui est très compliquée, qui est le bilan carbone. Et donc, notamment, bilan carbone comparé entre le photovoltaïque et l'éolien. Donc, c'est un sujet assez complexe sur lequel on essaye d'avancer, et notamment nos partenaires institutionnels, notamment Épargne salariale solidaire, mais aussi Finansol, qui nous attribuent un peu des labels, nous interrogent aussi là-dessus. Donc, on avance, mais c'est assez compliqué dans la mesure où on a des petits volumes et qu'il faut faire des distinctions par technologie. Donc, on réfléchit à des choses comme ça. Et il me semble qu'on avait déjà publié une petite note sur les chiffres, mais on va essayer de vous la retrouver. En tout cas, on essaye de prendre en compte ces éléments-là, non pas de manière globale, mais au cas par cas sur les projets. Et notamment en essayant de privilégier sur les panneaux photovoltaïques de l'assemblage en Europe. On essaye effectivement d'avoir cette approche-là avec aujourd'hui la hausse du coût des matières. Un certain nombre de modèles économiques sont en re-questionnement, donc forcément ces questions sont de nouveau prégnantes. Et on essaye d'avoir à chaque fois une approche très globale de la situation et de ne pas être dogmatique sur certains sujets. Ce qui nous fait vraiment avancer, c'est que les gens, on les fait bouger par rapport à leur ligne de départ. Donc ça, c'est assez important. Il y avait des questions sur la rentabilité financière sur laquelle vous n'avez peut-être pas assez donné de détails. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Ouais. Eh ben, sur la rentabilité financière, donc je retourne. Je vais vous repartager la slide comme ça, on pourra tous voir la même chose. Donc c'était la rentabilité. Donc on l'a dit tout au départ. Depuis 2017, cette rentabilité, elle a pris la forme de valorisation d'actions, de primes d'émission, de primes valorisation, qui fait qu'aujourd'hui on arrive à un prix de 114,40 €. Donc cette année, on va dire que la progression annuelle entre 110 et 114,40 €, elle a été de 4%. Je vous laisse faire vos calculs, mais c'est exactement ça. Et donc, on atteint, on va dire, l'objectif annuel que l'on se fixait comme objectif au début de la naissance d'énergie partagée. On savait bien que le financement des énergies renouvelables prend du temps, que ça demande des capitaux qui doivent être patients et que par conséquent, pendant les 10 premières années, il allait sans doute être impossible de dégager de la rentabilité. Finalement, il a été possible de le faire progressivement à partir de 2017, soit un petit peu avant les 10 ans. Et ce n'est que cette année, on va dire, que l'on atteint, on va dire, notre rythme, qu'on espère être notre rythme de croisière, mais rien ne nous le garantit, rien ne le garantit aux actionnaires. Ça va être en fonction justement des investissements qu'on réalise, de la santé de nos projets, et ça va être remis aussi au vote des actionnaires qui sont les derniers décisionnaires en termes de vote d'une prime de rentabilité. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait des questions précises par rapport à ça ou est-ce que j'oublie quelque chose ? Non, c'était une question générale. D'accord. Voilà. Oui, et compte tenu de l'inflation, non, effectivement, l'inflation, ça faisait 20 ans qu'elle n'avait pas bougé en France. Donc là, depuis quelques mois, elle explose. Donc forcément, les prévisions ne tenaient plus compte de ces inflations. Donc il faudra qu'on revoie éventuellement les éléments, mais les 4% sont bien, n'en tenaient pas compte.
Et forcément, l'ensemble des modèles économiques des projets vont dans l'avenir être élaborés au regard de cette inflation qui pourrait être de nouveau un élément existant dans l'économie française. Et donc, forcément, ça aura des incidences, mais ça veut dire aussi que les projets seront, vu qu'il y a une inflation, ils seront aussi plus rentables. Donc, voilà, il y a un modèle économique qui est en cours et qu'il faut repenser, mais ça concerne l'ensemble de l'économie française, voire mondiale. On avait un peu oublié qu'on pouvait avoir de l'inflation. Et ça me permet de répondre sur la question qui a été posée sur la hausse des prix. Il y a la hausse du prix des matières, donc là qui effectivement remet en cause les coûts de construction de nos projets. Donc, pour les projets qui étaient déjà engagés, on avait des devis signés, c'est engagé. Donc, là-dessus, ça ne remet pas en cause la rentabilité des projets sur lesquels on a déjà investi. Par contre, pour les nouveaux projets à investir, forcément, on est en train de revoir les budgets prévisionnels de ces projets. Et donc, on pourra se reposer la question de la pertinence de notre investissement au regard du coût des matières premières et donc de la négociation avec la banque, etc. Donc, pour les nouveaux projets, forcément, on a remouliné tous les budgets prévisionnels en fonction des devis qui sont modifiés récemment. Sur la question de la hausse du prix de l'énergie, qui est du coup le débouché des projets que l'on finance. Donc là, comme ça, dans l'absolu, on se dit que c'est plutôt une bonne nouvelle puisque nos projets qui vendent de l'énergie vont trouver à la vendre de manière plus élevée sur les marchés. C'est un peu plus délicat que ça parce qu'effectivement, en face, cette hausse du prix de l'énergie entraîne quand même tout un tas de conséquences auxquelles on n'est pas préparé en France, et notamment le fait qu'on a insuffisamment fait des travaux de rénovation thermique par rapport à d'autres pays et qui font qu'on a des consommations d'énergie très importantes en moyenne pour les Français par rapport à d'autres pays européens. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais effectivement, la hausse des coûts des prix de l'énergie fait qu'on est un peu garanti d'avoir des débouchés. Malgré tout, ce n'est pas aussi intéressant que ça dans la mesure où non seulement les prix sont à la hausse, mais surtout ils sont très volatiles. Et aujourd'hui, les opérateurs ne savent pas vraiment si ça va rester très haut, moyennement haut, ou au contraire, ça va revenir à quelque chose de plus stable. Donc aujourd'hui, tout le monde un peu s'attend. Donc, c'est pas voilà, la hausse des prix de l'énergie, c'est quelque chose qui était que nous on considère comme étant quelque chose de normal parce que l'énergie se faisant rare, les prix devaient augmenter. On est dans un pays en France où les prix de l'énergie sont très politisés et donc forcément ne sont pas le reflet ni des coûts de production qui, eux, vont plutôt à la baisse, indépendamment du coût des matières premières que je viens d'évoquer, et de l'autre côté, des prix de l'énergie sur un secteur, sur un marché mondial qui sont plutôt en hausse. Donc, on prend en compte tout ça pour essayer de tirer les fils. Je vois qu'il y a des questions sur les banques partenaires d'énergie partagée. Donc, ce n'est pas des banques partenaires. Enfin, il y a les banques dans lesquelles l'énergie partagée a des comptes pour déposer notamment les fonds que vous souscrivez chez nous. Ce sont la NEF, le Crédit Coopératif et la Caisse d'épargne de Rhône-Alpes. Et puis ensuite, il y a les banques qui sont partenaires des projets dans lesquels on a investi. Et là, on a des banques assez variables sur la place. La plupart sont spécialisées et ont des lignes de financement spécialisées dans les énergies renouvelables. On travaille beaucoup avec le Crédit Agricole, les caisses d'épargne, les banques populaires, le Crédit Coopératif aussi, la NEF, mais dans des montants un peu moindres. Et puis, on a quelques banques aussi étrangères, comme la banque Triodos, qui est une banque éthique néerlandaise, et aussi quelques banques allemandes qui sont assez friandes de venir financer des projets en France. Merci, Flo. Il y avait des questions sur les types de projets. Est-ce qu'il y a des projets qu'on arrête ou qui ne fonctionnent pas? Effectivement, est-ce qu'il y a des projets complètement financés par énergie partagée? Peut-être reprendre cela. Oui, j'ai vu alors sur des projets qu'on arrête, alors je ne sais pas, je n'ai pas vu cette question-là, mais Sceaux Énergie du côté de Mans, c'est 2 projets de centrales hydroélectriques et effectivement, il y en a une deuxième qui est en cours de développement.
Donc, sera-t-il possible de la construire? Je ne vais pas m'engager à répondre à cette question ce soir, puisque effectivement, le développement n'est pas complètement terminé. Donc, il reste encore des incertitudes. Et en plus, on va du coup se trouver confronté à une hausse du coût des matières premières. Donc, il faut qu'on revoie aussi un certain nombre d'éléments. Vous dire aussi, par rapport à ce projet-là, que de plus en plus, on intervient plus tôt dans le montage des projets pour garantir le fait qu'on puisse lui donner une impulsion qui correspond à notre charte. Et donc, aujourd'hui, Énergie Partagée Investissement s'était donné une règle en 2015, les actionnaires ont voté ça, de attribuer 5% du financement global qu'on collecte à la partie développement des projets, c'est-à-dire que c'est une partie à risque puisqu'on doit payer des études pour vérifier que le projet est faisable. Donc, on n'est pas sur la même logique que la thèse d'investissement qu'on vous a expliquée ce soir. Et donc, on développe, on réfléchit beaucoup en ce moment et on aura probablement des choses à vous proposer en Assemblée générale en novembre à débattre sur comment on se dote d'outils de soutien au développement des projets, parce qu'on pense que c'est vraiment là qu'il faut agir pour qu'on arrive à la fois valider tous les critères éthiques qu'on met dans les projets et puis s'assurer que ces projets seront bien financés par les citoyens grâce à la collecte qu'on fait auprès des actionnaires énergie partagée. Je précise là, du coup, par rapport à une question sur l'orientation. J'ai demandé à ne financer que du solaire lors de ma souscription. Est-ce que ce choix est possible et peut être respecté? Alors, la réponse est non. Ce choix ne peut pas être respecté pour la raison que justement la logique mutualisée de l'outil d'investissement énergie partagée, ce qui fait sa force et ce qui fait qu'on arrive à lisser le risque dont parlait tout à l'heure Fabienne, c'est que on ne choisit pas tel ou tel projet. On n'oriente pas sa souscription sur un projet en particulier ou sur des projets en particulier. On doit bénéficier de la capacité de l'ensemble du fonds pour pouvoir soutenir les projets qui en font la demande demain. Donc, on collecte aujourd'hui, on va dire, pour les investissements de demain. Donc, il serait très compliqué et il serait surtout contradictoire par rapport à notre modèle de proposer d'orienter vers tel ou tel projet ou telle technologie. Donc, voilà. Je passe en revue encore les questions, notamment sur la partie comment faisons-nous pour faire respecter les chartes dans les projets, puisqu'on n'a pas 100% de détention des projets, ce qui serait assez compliqué, et on peut tout à fait garantir l'éthique du projet sans avoir besoin de financer à 100%. Donc, l'idée, c'est bien de mettre le montant et le pourcentage qui va nous permettre d'avoir un véritable pouvoir de décision, sachant qu'on n'est pas les seuls à représenter le volet citoyen dans ces projets. Il peut y avoir des citoyens organisés en local, il peut y avoir aussi des collectivités locales. Donc, en fonction de la stratégie d'alliance qu'on peut faire entre différents acteurs citoyens, on peut n'avoir qu'un petit pourcentage, entre 10 et 15%, et avoir quand même un veto sur les décisions en faisant alliance avec d'autres acteurs qui respectent les mêmes critères que nous. Et comment on fait respecter ces chartes? Eh bien, c'est aussi tout le travail de l'équipe d'énergie partagée que d'être à long terme dans les projets. Et on prend des participations en étant actionnaire de ces projets, en étant obligatoirement convoqué aux assemblées générales. Et sur certains projets, soit de grande taille, soit avec des enjeux identifiés comme étant critiques, on sollicite des places dans les comités de direction, les comités de gestion, voire on les impose par des pactes d'associés avant même de mettre l'argent dans le projet. Et donc, on les oblige à adhérer à la charte énergie partagée, on oblige à mettre des clauses de communication, de respect d'un certain nombre de choses. C'est un peu du cas par cas. Mais en tout cas, ça fait partie de la charte, de notre charte énergie partagée et du suivi. Et la commission de validation, elle attribue le label, mais elle a aussi pour mission de le suivre dans le temps avec une revue qu'on a essayé de planifier à tous les 3 ans au minimum. Une question sur les projets en efficacité énergétique, isolation, ventilation, récupération d'énergie industrielle font-ils partie des prochains investissements potentiels sur d'autres modèles? Oui, alors sur la question de l'efficacité énergétique ou de la maîtrise de l'énergie, c'est vraiment quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Et si vous avez des bonnes idées, on est preneur parce qu'effectivement, comme on est dans une logique d'investissement,
il faut que notre investissement puisse trouver une rémunération, même pas très élevée, mais quand même. Or, souvent, les projets dans lesquels on fait de la maîtrise de l'énergie, on ne va pas générer de rémunération, on va permettre des économies de dépenses aux bénéficiaires, soit du logement, soit des locaux. Et donc, on n'a toujours pas trouvé de modèle. Il y a eu des réflexions de tiers investissement, c'est comme ça qu'on l'appelle, pour essayer de trouver des mécanismes économiques. Mais pour nous qui faisons de l'investissement direct dans les sociétés, on n'a pas trouvé encore de mécanisme qui nous permettrait de se rémunérer alors que les économies d'énergie sont faites sur l'usage des bâtiments ou des logements. Donc, s'il y a des idées, voilà. Il y a eu une question sur la différence entre énergie partagée et les centrales villageoises aussi. Alors, énergie partagée et centrale villageoise, c'est aujourd'hui, c'est deux structures, mais on va dire que c'est deux modèles, mais qui sont, on va dire, très, très similaires de loin, on va dire. C'est des projets qui se veulent être ensemble citoyens, donc qui respectent à peu près la même charte. Il y a des différences, on va dire, sur le portage, sur le lien avec le territoire du côté des centrales villageoises. Mais on va dire que on va dire de loin, c'est assez similaire. Donc on est deux structures qui sont frères et sœurs. Et d'ailleurs, on travaille ensemble. Et d'ailleurs, on intègre les centrales villageoises sur notre carte nationale des initiatives citoyennes. Et on travaille étroitement en lien. Le lien avec l'énergie partagée, investissement n'est pas direct puisque ces projets ont quasiment jamais besoin d'un complément d'investissement. Donc, vous les verrez pas souvent dans les lignes de financement d'énergie partagée. Mais on va dire sur l'esprit, on est 100% en ligne avec eux et on travaille de concert au niveau national comme au niveau local. Et j'ai vu aussi une question que je m'étais posée quand j'étais devenue actionnaire, c'est est-ce que quand on est actionnaire, on devient adhérent à l'association énergie partagée? Alors, effectivement, pas du tout. Donc là, c'est un peu contradictoire. Mais il y a vraiment deux structures qui sont assez étanches sur leur mode de fonctionnement. Il y a l'association qui a pour adhérents des structures morales, c'est-à-dire pas des personnes physiques, donc des associations, des collectifs, des collectivités qui veulent monter des projets, qui veulent être accompagnés, bénéficier de retours d'expérience sur comment on fait, qui veulent assister à des formations. Donc là, c'est dans le but de monter des projets, et c'est le travail de l'association de les y aider. Et d'autre part, il y a les actionnaires énergie partagée investissement qui, eux, ont simplement envie de mettre leur épargne au profit de ces projets et au soutien de ces projets. Donc voilà, on est sur deux attentes complètement différentes et donc l'un ne suggère pas qu'il faille aller vers l'autre et généralement, donc, les actionnaires énergie partagée investissement sont des personnes et les adhérents énergie partagée association sont des personnes morales, donc des structures. Et peut-être un complément sur un autre sujet en rebalayant les questions sur les projets qui ne réussissent pas ou sur est-ce qu'on a un flux de projets suffisant. Je groupe un peu les questions. On a un flux de projets en continu, mais insuffisant aujourd'hui puisque on a la chance d'avoir des souscripteurs comme vous qui nous rejoignent de manière très importante. Donc aujourd'hui, on a des capacités d'investissement. Par contre, le rythme d'avancement des projets n'est pas suffisant pour utiliser toute la collecte. Et ça vient de plusieurs éléments. La première, c'est que la réglementation est de plus en plus costaud et donc les projets mettent de plus en plus de temps à se mettre en place. On a aussi évidemment joué de malchance entre Covid, report des élections municipales, changement de municipalité, etc. Tout ça fait que les projets tardent. Et on a aussi de l'opposition à des projets qui se fait maintenant de manière quasiment systématique, même quand c'est des projets citoyens. Et donc ça aussi, ça retarde les projets. Donc on a vocation aussi à partir des projets de manière, enfin plus tôt, je le disais tout à l'heure, mais ça veut dire aussi que ça n'accélère pas pour autant les délais. Et aujourd'hui, on aurait véritablement besoin d'une impulsion politique extrêmement forte sur les énergies renouvelables. Et après, vous en pensez ce que vous voulez de la campagne électorale du moment pour savoir si cette impulsion, on va l'avoir ou pas. Mais en tout cas, nous, on sent que les projets, il y a des envies, il y a des collectifs, il y a vraiment des gens sur le terrain qui se bougent, mais ils ont quand même pas mal de bâtons dans les roues.
Et en tout cas, nous, le message qu'on fait passer, c'est que l'argent n'est pas vraiment un souci. Si le projet il tient la route, etc., de l'argent, il y en a pour la transition énergétique. Il faut juste qu'on arrive à s'aligner en termes d'intérêt pour un territoire. Et ce n'est pas toujours évident. Vous avez tous entendu parler des oppositions qui sont des fois assez tragiques. Hein. On a des gens qui s'appréciaient avant et qui, à travers un projet d'énergie renouvelable dans leur village ou leur territoire, se retrouvent à s'opposer. Donc, c'est assez triste de voir ça, alors que c'est un véritable besoin qu'on peut avoir. Et pour des projets qui ne réussissent pas, c'est toute la logique d'avoir investi de l'argent en développement, ce que on ne fait pas avec énergie partagée investissement pour l'instant, ou dans des proportions très très faibles, moins de 5% de nos encours, pour ne pas contraindre la rentabilité d'énergie partagée investissement. Donc, c'est vraiment une logique d'investissement différente que de prendre des risques en développement pour faire aboutir les projets, parce qu'effectivement, la logique d'investissement, c'est qu'on met de l'argent dans plusieurs projets avec la perspective de n'en réussir qu'1 sur 3 ou 1 sur 4. Donc, on peut perdre de l'argent sur les phases de développement. Mais sur les phases d'investissement, on peut rarement perdre de l'argent, on peut retarder la rémunération de cet argent. Donc, on peut avoir une rentabilité moindre que ce qu'on avait annoncé, mais on ne peut pas perdre l'argent dans la mesure où les installations, elles ont quand même une valeur. Et plus les projets remboursent leur crédit bancaire au fur et à mesure de leur avancement, et plus ils gagnent de la valeur. Donc, notre investissement, il ne se perd pas, sauf vraiment s'il y avait, je ne sais pas, un incendie total d'une installation, ce qui n'est pas impossible et on a des assurances pour ça. Mais c'est plutôt un retard dans la rentabilité du projet qu'on avait imaginé. Il y a une question que je prends sur thermique versus électrique. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a une bonne part de notre production qui est électrique. Il y a une part non négligeable qui est du thermique. Et donc, c'est aussi notre effort qu'on a fait en 2019 ou 2020 de montrer aussi ça et de montrer les wattheures, les kilowattheures, les mégawattheures thermiques que l'on contribue à produire parce que on est convaincu, effectivement, comme le disait CS, que c'est une grosse part aussi de la transition énergétique qui se joue avec la chaleur et avec le gaz. Donc, les projets bois énergie, vous pourrez voir qu'il y en a plusieurs, les projets de méthanisation. Et donc, voilà, tout ce qui est gaz et bois énergie, on est très sensible. Et d'ailleurs, en 2023, on va dire, il y a une volonté politique d'accompagner le mouvement énergie partagée pour intensifier l'émergence de projets et le développement de projets de chaleur et de gaz. Donc, on va normalement avoir des moyens supplémentaires pour pouvoir accompagner ça. Et donc, ça devrait mener vers l'accroissement de notre production, on va dire, d'énergie partagée sur ces projets de chaleur et de gaz. Je prends les réponses à deux autres questions. Une question qui est liée au fait que notre encours aujourd'hui est plus important que les besoins des projets. Est-ce que ça pourrait nous amener à suspendre la collecte? Non, à ce stade, parce qu'on met plutôt tout en œuvre pour accélérer les projets et élargir le cercle de la connaissance qu'on peut avoir des projets, parce qu'on est persuadé que l'ensemble de l'argent que l'on a disponible, il est utile et utilisable. C'est pas qu'il n'y a pas de besoin, c'est qu'il faut que ces besoins ils arrivent jusque chez nous et dans de bonnes conditions. Donc, on travaille plutôt à ça, plutôt que d'essayer de limiter la collecte. Et puis, sur une question qui était sur comment sont prises les décisions d'investissement et par qui et par combien de personnes. Donc, on l'a dit, mais c'était peut-être au début. Donc, il y a effectivement une commission de validation composée de 5 personnes qui traitent les dossiers sur la partie validation de la charte. Quand la boussole qu'on utilise, c'est-à-dire une trentaine d'indicateurs, ne sont pas tous au vert, il y a une discussion avec une commission de labellisation. Ensuite, pour la décision d'investissement, on a un comité d'engagement dans lequel il y a aussi 5 personnes qui sont des gens engagés techniquement dans les projets et qui connaissent à peu près toutes les technologies, même s'ils ont chacun un peu une spécialité. Et ils donnent un avis sur le projet dans sa dimension technique, financière et économique. Et puis ensuite, on a un comité de direction qui valide la décision du comité d'engagement avec un regard globalisé sur l'ensemble du portefeuille et de la nature des risques.
et qui est composé de 3 personnes, plus un invité permanent qui est l'association, Énergie Partagée Association. Et sur la taille minimum pour les projets, j'ai déjà répondu à la question préalablement dans le chat. On est sur un minimum de 50 000 euros d'investissement dans un projet, ce qui suppose qu'on est sur un projet dont le budget d'investissement est au moins de 300 000 euros. En dessous, en fait, souvent les projets, ils n'ont pas besoin d'un apport complémentaire d'une structure comme Énergie Partagée Investissement. Ils se débrouillent avec de la collecte locale de plus petits montants et le financement bancaire qui, jusqu'à encore aujourd'hui, n'est pas très cher, puisque les taux d'intérêt étaient proches de 1. Ils commencent un tout petit peu à augmenter, mais ça reste de l'argent disponible et peu onéreux. S'il y a plus, donc une question sur les encours. Qu'est-ce qu'on fait des encours quand ils ne sont pas investis? Alors, ils sont placés à la banque et donc on est vigilant à ne pas les placer n'importe où. C'est pourquoi on n'est que auprès de l'ANEF, du crédit coopératif, dans des parts sociales du crédit coopératif, notamment des comptes à terme. On ne place pas du tout dans des OPCVM ou des choses comme ça qui sont tributaires des marchés boursiers et à la caisse d'épargne. Et on ne prend que des produits financiers, des instruments financiers qui sont replacés en local. C'est notre façon de contribuer puisque notre priorité, c'est effectivement d'investir dans les projets, mais en attendant, ils sont stockés sur des lignes de financement qu'on espère suffisamment éthiques et en phase. Et après, quand on est dans le circuit financier classique, eh bien, évidemment, ce n'est pas à 100% garanti que c'est dans des énergies renouvelables, bien évidemment. Le plus important, c'est vraiment de les mettre dans les projets de production qu'on soutient. Ce qu'on n'a peut-être pas dit aussi peut-être et qui figurait pas, je me rends compte sur nos slides, c'est qu'on a aussi une réserve légale de 2 millions d'euros qui est provisionnée pour faire face. Tu peux peut-être en parler? Oui, oui qui permet de faire face à des demandes de retrait d'actionnaires. Donc, pour garantir qu'on a toujours de l'argent disponible pour les sociétaires qui veulent se retirer parce qu'ils ont besoin de leur argent pour faire autre chose. On a toujours cette réserve d'argent et donc elle est placée à la nef sur des comptes à terme qui sont fléchés sur le secteur environnement. La nef met en œuvre des projets dans le champ culturel, dans le champ agriculture bio et dans le champ environnement. Et à chaque fois, on choisit le champ environnement qui est le plus important aussi pour la nef. Tiens, voilà une question. L'énergie produite par les projets est-elle rendue à 100% à Enercop? Vas-y, je peux répondre? Oui, je peux répondre. Alors, la réponse est non. On va dire que la modèle économique des projets, généralement, il est que le tarif d'achat et sur la plupart des projets qu'on a financés, il est perçu, enfin on va dire, on fait une facture, les projets font une facture, vendent l'énergie à EDF. C'était ça pendant plusieurs années avant 2018 ou 17, je ne sais plus exactement, ou 19 peut-être. Et depuis, d'autres fournisseurs ont pu percevoir, on va dire, et acheter ces productions d'énergie. On a quelques projets qui passent à Enercop. C'est aujourd'hui la minorité, même si il y en a de plus en plus. Mais voilà, en tout cas, c'est certainement pas 100%. Et vous pouvez repérer les projets qui vendent à Enercop sur le site internet avec un petit macaron vente à Enercop. Vous pouvez même leur trouver ce macaron sur le tableau de bord. Bon, pour nous, évidemment, c'est important de pouvoir visualiser, mettre en avant ces projets, parce que voilà, ça incarne un circuit court assez vertueux, on va dire, de production citoyenne et de consommation 100% renouvelable et coopérative. Donc voilà, il y a une logique qu'on a plaisir à promouvoir. Maintenant, c'est pas l'ensemble parce que voilà, il y a beaucoup de projets qui sont passés avant cette possibilité et même Enercop n'aurait aujourd'hui pas la capacité d'acheter toute la production de l'énergie produite par les projets financés par Énergie Partagée. Et préciser que les projets qui vendent leur énergie à Enercop alimentent aussi le label Vervolt. Je ne sais pas si tu l'as dit, Marc, le label Vervolt que Enercop est un des fournisseurs à avoir et qui garantit une action très engagée en faveur des énergies renouvelables et sans nucléaire.
Est-ce qu'on a le temps de prendre encore la question, le processus de rachat par tel ou tel fournisseur? Peut-être, c'est les obligations d'achat. Je le prends si tu veux, Marc. Vas-y, ouais, prends-le. Donc effectivement, pour pouvoir développer les énergies renouvelables, la France a mis en place un processus de soutien qui vient d'un modèle allemand qui a déjà pas mal d'années, qui s'appelle les tarifs d'obligation d'achat ou de soutien public et qui ont évolué avec le temps. Et c'est des tarifs qui permettent à des fournisseurs d'énergie. Donc un fournisseur, c'est celui qui contractualise avec des producteurs et qui contractualise avec des consommateurs pour leur permettre de vendre leur production pour les producteurs et consommer leur consommation pour les consommateurs que nous sommes. Et ces tarifs d'achat avaient pour but de soutenir les énergies renouvelables dont le coût de production était plus élevé que le prix du marché. Bon, après, toute la question de quelle est la référence du prix du marché dans un pays comme la France qui est très nucléarisé, on peut se poser la question, mais en tout cas, le but, c'était de soutenir un tarif de vente de l'énergie pour les producteurs nouveaux qui s'installaient et qui poussaient des énergies renouvelables face à des coûts de construction qui étaient encore élevés. Aujourd'hui, plus les coûts de construction baissent, indépendamment de ce que j'ai dit sur la hausse des matières premières, mais aujourd'hui, du coup, il y a des évolutions de ce dispositif, mais en tout cas, les producteurs qui vont vouloir bénéficier de ces tarifs doivent faire un certain nombre de dossiers, de demandes pour obtenir un tarif. Dans les petites installations, c'est un tarif fixe et il suffit de décrire son installation et on l'obtient automatiquement. C'est ce qu'on appelle le guichet. Et d'autres où on fait en fait une enchère, c'est-à-dire qu'on va annoncer à la Commission de régulation de l'énergie le tarif que l'on souhaite et qui est le tarif qui va nous permettre d'équilibrer notre projet. Et la Commission de régulation de l'énergie, à chaque appel d'offres, c'est pour ça qu'on parle d'appel d'offres, va déterminer le prix qu'elle va attribuer à chacun des projets qui en demandent, voire les refuser. Et donc, chaque cycle, généralement, c'est des cycles de 6 mois, par exemple, sur le solaire, on a un peu une idée de ce prix. Et c'est seulement après qu'on sait si le projet va pouvoir être faisable avec le tarif qui nous est attribué. Alors que là, quand on parle de tarifs avec Enercop, on est hors de ce champ de tarifs de soutien. On est sur des contrats en direct avec Enercop et de la même façon sur des durées longues. Et donc, il faut faire une projection sur ce que va être l'évolution du tarif de l'énergie, de l'électricité sur les 20 ou 30 ans à venir. Donc, dans un contexte de ces derniers mois entre hausse du prix de l'énergie, guerre en Ukraine, etc., vous imaginez bien que les perspectives à 30 ans, on a un peu du mal à les établir et que tous les opérateurs sont un peu perdus dans ce schéma. Et on pense que si les énergies renouvelables atteignent leur maturité, ces tarifs d'achat ont vocation à disparaître parce qu'on n'aura plus de raison de soutenir quelque chose qui est dans le marché et qui a atteint sa maturité en termes de marché. Oui, les tarifs d'aujourd'hui, la majorité des projets d'énergie renouvelable se font en tarif de soutien. C'est encore très marginal, les contrats de gré à gré. C'est encore très marginal. Ça se fait en France depuis 2 ou 3 ans. Et à Énergie Partagée, on en a déjà un projet qui en a signé un. On a été un des premiers à signer sur un projet citoyen de PV au sol en Saône-et-Loire, avec Enercop d'ailleurs. Oui, il y a pas mal de questions sur la production de telle ou telle technologie ou de voir des graphiques. Du coup, je vous invite à aller voir cette formidable page qui s'appelle les chiffres clés de l'énergie citoyenne. Vous cochez en haut du filtre financé par Énergie Partagée et vous verrez toutes les productions, toutes les puissances. Enfin voilà, tout ce qui est au fil du temps, selon les années, vous pouvez filtrer par région, par état d'avancement, par filière. Voilà. Vous pouvez vous amuser pendant un petit moment, mais vous allez retrouver, j'en ai vu pas mal, donc je ne peux pas répondre précisément à chaque fois, mais vous pourrez retrouver toutes les informations sur cette page. Telle ou telle banque en co-investissement? Non, on ne peut pas aller jusque-là, on ne peut pas filtrer, savoir qui a co-investi avec Énergie, enfin qui a co-investi. Les banques, en général, elles ne viennent pas investir, en général, elles viennent apporter le prêt. Et ça, on va dire qu'on ne le rend pas visible parce que déjà, on ne le sait pas, en tout cas, on le met pas, on le rentre pas dans nos données à chaque fois. Donc ça, en tout cas, on ne peut pas filtrer, non, c'est sûr.
C'est peut-être intéressant aussi de rappeler les cas où on a des citoyens qui sont investisseurs dans un projet en parallèle de l'actionnariat d'énergie partagée. Quand on a des gens qui veulent investir Ah oui, directement dans un oui, projet. oui, effectivement, de rappeler tout à fait que les projets dont on a parlé tout à l'heure, les 260, les 289 projets citoyens, ils sont constitués pour la plupart, enfin pour tous d'ailleurs, d'actionnaires citoyens directs. Donc ça veut dire des gens qui ont pris part dans leur coopérative, dans une coopérative locale près de chez eux, et dont parfois ils font partie même de la gouvernance, et que donc ça peut être cumulatif avec le fait d'être impliqué à énergie partagée. Bon, du coup, voilà, les motivations sont différentes. On va dire dans un cas, on est attaché au développement d'un projet, on a envie de le suivre, on a envie de prendre part, pourquoi pas, à sa gouvernance, ou on a envie de l'appuyer parce que ce territoire, c'est un territoire qui nous concerne et dont on est proche. Et pour énergie partagée, il y a cette volonté d'avoir une action d'ensemble et aussi de réduire aussi le risque qui, s'il était exposé sur un seul projet, bah, serait un peu plus important, et aussi d'assurer une stabilité de rentabilité qui, s'il était sur un projet, serait un peu plus aléatoire et lié aux productions du projet. Donc voilà, c'est deux manières d'envisager son implication et puis on va dire l'utilité et l'engagement de son épargne. Les deux sont très valables et d'ailleurs souvent on a pas mal de personnes chez Énergie Partagée qui sont par ailleurs actionnaires de projets près de chez eux. Pouvez-vous nous donner ces pourcentages sans nous renvoyer sur un site? Ben, écoutez, oui, j'ai envie de vous dire que là, vous avez beaucoup de questions. Donc, les investissements actuels par catégorie éolien, méta, solaire. Peut-être comme ça, à grosse maille, hein, pour énergie partagée investissement, la part de l'éolien, qui est du coup plus consommateur de financement, est la première. Ensuite, le solaire, c'est très peu consommateur de cash, sauf qu'on commence à évoluer vers des projets de parc au sol sur des zones type ancienne décharge, ancienne carrière, etc. Donc là, il y a un peu plus besoin de cash. Sur la méthanisation, c'est des projets un peu consommateurs de financement, mais quand même moins que l'éolien, puisqu'on est sur des projets de relative petite taille. Et sur l'hydraulique, on a très peu de projets, donc ce n'est pas significatif en termes de consommation de nos disponibilités. On a peu de projets en hydraulique. Voilà. Voilà, je vous montrer en même temps comment piloter un peu ce tableau de bord pour que vous puissiez faire apparaître les chiffres qui vous intéressent et effectivement pour les périodes qui vous intéressent. Donc voilà, tout est transparent, tout est accessible si vous en avez besoin. Et effectivement, on sépare déjà chaleur et électricité. Il y avait des questions et effectivement, on a vraiment la majorité de nos investissements et de nos productions sont dans de l'électricité pour l'instant, mais ça commence à bouger. Donc, on est en train d'améliorer la visibilité de nos outils de reporting sur ça pour rendre visible ces différences, mais à ce stade, du coup, on convertit en équivalent électrique, ce qui n'est pas très juste, et plus on va en avoir, et moins ce sera précis. Donc, on va faire évoluer ce comptage. Eh bien, B. Christian, si vous avez une idée, là, vous pouvez contacter, non pas à la souscription, parce que là, on rentre plutôt dans le champ du montage de projet. Donc là, c'est l'autre casquette d'énergie partagée qui est l'association. Et là, il suffit de vous rapprocher de votre animateur ou animatrice régionale pour pouvoir étudier le projet. Donc, vous trouverez ça sur le site internet d'Énergie Partagée dans la partie orange, dans la partie monter un projet. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour proposer votre idée. En quoi consistent les projets bois énergie, activités forestières? Bois énergie, il y en a 3. Enfin, aujourd'hui, il y en a même 4, mais on va dire il y en a 3 qui sont sur le même modèle, qui sont tous dans la région Rhône-Alpes et qui sont des réseaux de chaleur bois locaux, on va dire à petite échelle, à Sassenage, à Quai-en-Chartreuse et à Lucinge. Peut-être d'ailleurs Et aussi que. en Auvergne. Il y a aussi en Auvergne? Ah oui, aussi en Auvergne, mais là, c'est modulaire. Donc, c'est Non, l'autre. c'est Beta Énergie. Ah. Et à chaque fois, c'est des réseaux de chaleur alimentés par des chaufferies bois et des critères environnementaux sur la provenance du bois. Je ne sais pas si c'était ça la question. Si, c'était ça, ouais.
Et le nombre de salariés, c'est à peu près 25 personnes entre les deux structures. Alors en ETP exactement, je ne sais pas, parce qu'il y a quelques personnes qui sont à temps partiel, mais c'est 25 personnes. À peu près un tiers, deux tiers entre énergie partagée coopérative qui est sur la gestion, l'investissement, l'expertise plutôt financière et deux tiers dans l'association qui est tout ce qui est accompagnement de projets sur les territoires, formation, sensibilisation, plaidoyer aussi, pour essayer de faire évoluer les politiques publiques. Alors Xavier Decroc nous demande où trouver une coopérative près de chez moi. Écoutez Xavier, ça me donne l'occasion de vous montrer ou de vous remontrer, si vous l'avez déjà vu, cette fabuleuse carte des initiatives citoyennes qui vous permet de voir, alors je ne sais pas où vous habitez évidemment, mais bon, on va dire que vous habitez près de chez moi, donc vous êtes par ici, vous pouvez voir que vous avez plein de beaux petits points, et là vous pouvez vous rapprocher, alors admettons, je vais plutôt prendre celle-ci, hop, en allant dessus, vous avez deux choix, soit vous pouvez souscrire à énergie partagée à l'ensemble. Attendez, ça met un peu de temps. Soit vous pouvez contacter le projet et là vous allez sur son site internet directement. Et là, après c'est à vous de jouer, hein, j'ai envie de dire. Il faut se mettre en lien avec eux et puis voir s'ils ont un besoin ou voir si vous pouvez souscrire à leur projet. Voilà, donc c'est sur le. Alors je peux vous remettre le lien, mais bon, on va dire que vous pouvez. Enfin, si vous allez sur le site d'énergie partagée, vous le trouverez très facilement. Oui, j'ai mis le lien dans le chat aussi et des réseaux régionaux également. Ok, super. Bon, on arrive, j'ai l'impression qu'il commence à y avoir du monde qui s'en va. Et il nous reste 3 minutes, donc je vous propose que l'on conclue. C'était une première pour nous, ce webinaire pour les actionnaires, et j'ai l'impression que ça vous a plu et intéressé, d'après ce que je vois, donc je trouve ça très chouette que vous ayez pu être là. Et merci beaucoup à Florence, à Fabienne, à Catherine, et puis à l'ensemble qui étiez là, aux membres du conseil de surveillance aussi, qui sont très mobilisés et très, très volontaires, et qui, encore une fois, étaient présents et ont pu répondre à une partie des questions. Et on va donc enregistrer ce webinaire est enregistré, on va le passer en vidéo, on va le mettre sur Internet, et on pourra vous le rediffuser pour que vous puissiez le transmettre aussi autour de vous, parce que c'est aussi un des enjeux d'énergie partagée, c'est de se faire connaître. Donc, et on sait que nos meilleurs vecteurs de communication, c'est les personnes qui font confiance à énergie partagée. Et donc voilà, on compte sur vous pour transmettre la bonne parole autour de vous. Et si des questions n'ont pas été répondues, je vous propose de les envoyer à souscription@energie-partagée.org si vous tenez absolument à ce qu'on vous réponde dans des brefs délais. Comme ça, on pourra identifier, parce que là, on va écumer un peu les questions qui ont été posées, mais bon, ça va mettre un certain temps. Donc, si vous avez besoin d'une réponse rapide à une question qui vous taraude, envoyez-la sur souscription@energie-partagée.org. Fabienne, merci. Florence, merci. Catherine, merci. Merci on à s'arrête toi là. aussi, Marc. Merci à tous. vous. Merci à vous. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée.